à ma première invitée, Madame Virginie Delalande. Bonsoir Virginie, comment vas-tu? Alors, écoute, je suis encore complètement traumatisée parce que j'ai vu. J'en suis désolé. Non, ça va, j'arrive à me remettre. Bon, tant mieux. Tant mieux. Très très bonne nouvelle. Allez, au début, je m'étais dit, je vais mettre un arrière-fond virtuel et c'est bon. On est dans les conditions dans lesquelles on est. Et par contre, ce qui est certain, c'est que toi et moi, on est dans les meilleures conditions d'énergie pour pouvoir être dans le partage ce soir avec ma communauté. Virginie, tu as de plus en plus de renommée. Beaucoup de personnes te connaissent. Mais dans l'éventualité où certaines personnes de ma communauté ne te connaîtraient pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter, chère Virginie, s'il te plaît? Bien sûr. Donc, je suis Virginie Delalande et je suis connue comme la première avocate sur des naissances en France. Alors, bien sûr, ça ne me résume pas parce qu'il y a un parcours assez atypique. J'ai une surdité de naissance et à 9 mois, on a dit à mes parents que je ne parlerai jamais. Et toute ma vie a été ponctuée de phrases un petit peu du même genre. De cette année avec tu n'auras pas de bac, parce que je ne voudrais se marier avec toi, etc. Et j'ai eu la chance, en fait, à chaque fois de cocher toutes les cases. Non seulement j'ai eu mon bac, mais aussi je me suis mariée, j'ai eu des enfants, etc. Et donc, j'ai un parcours aussi professionnel assez original, dans le sens où je suis diplômée avocate, j'ai fait du marketing, du coaching, et aujourd'hui, me voilà conférencière à l'international depuis 4 ans. Et puis demain, qui sait, pourquoi pas astronaute, parce que je pense que s'il y a bien une personne qui incarne le fait que tout est possible, c'est toi. S'il y a bien une personne qui incarne le fait qu'on ne doit pas laisser quelqu'un de l'extérieur nous limiter, quelqu'un de l'extérieur déterminer pour nous quelle sera notre destinée, c'est toi. Et c'est pour ça que je suis tellement heureux que ce soir tu sois avec nous, parce que c'est bien beau de parler des croyances limitantes et d'essayer de faire des choses plus grandes que nous. Le grand avantage que toi tu as, c'est que tu le démontres chaque jour depuis que tu es né et que je sais que ça ne s'arrêtera jamais. Donc on a beaucoup de chance de t'avoir avec nous ce soir. Merci, merci. Alors Virginie, j'aurais envie pour commencer de te demander, comme je l'ai fait globalement avec chacun des invités, quelle est ta propre définition du leadership? Si au soir où on est là, à l'instant présent, je te demandais, tiens, qu'est-ce que ça te dit le leadership? Qu'est-ce que tu as envie de me partager? Je ne sais pas si je vais me répéter par rapport à ce qui a été déjà dit tout au long de la semaine, mais pour moi, le leadership, c'est une incarnation. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui nous proclamons leaders, ce sont des gens qui nous donnent en fait cette qualification. Et personnellement, ce que je mets dedans, c'est à la fois la notion de responsabilité, c'est-à-dire qu'en fait, on a la capacité de prendre des décisions, même quand elles sont difficiles, et de les assumer. Wow, oui. La deuxième qualité que je mettrais dans le leadership, c'est cette capacité à avoir une vision et à emmener des personnes derrière nous pour accomplir cette vision. La troisième chose, c'est peut-être aussi cette notion de mentorat, de partage. Parce que pour moi, c'est profondément inspirant d'avoir une personne, en fait, qu'on a tendance à mettre sur un piédestal, se mettre à notre niveau et être vraiment dans cette posture de partage, d'échange, de transmission, pour permettre en fait aux personnes de pouvoir continuer à prendre notre chemin, voire peut-être à nous continuer derrière nous. Waouh. Déjà, trois grands axes exceptionnels que tu nous proposes. Le premier qui est quatre axes en fait, parce que le premier qui consiste à dire on ne se décrète pas leader, ce sont les autres qui nous reconnaissent leader. Je trouve ça absolument fascinant. Et tu vois, en préambule, tu disais peut-être que je vais dire des choses qui ont déjà été dites avant. Et en fait, globalement, dans certains cas, oui. Et en même temps, tu vas amener ta composante. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'on retrouve des fondamentaux et un noyau du leadership, mais on retrouve aussi des visions complémentaires. On a déjà dit avec d'autres intervenants que
effectivement, ça n'est pas un titre d'être leader, c'est avant tout un comportement, une attitude et le regard des autres. Et ça, je trouve ça vraiment magnifique que tu nous le rappelles. Tu insistes aussi beaucoup sur le sujet de la pleine et entière responsabilité. Et en fait, c'est assez facile que d'identifier les gens qui ne sont pas leaders parce que ce sont ceux qui vont faire preuve d'attribution causale externe, c'est-à-dire qu'ils vont toujours essayer d'aller chercher de qui d'autre c'est la faute, qui d'autre a fait une erreur, au lieu d'essayer de regarder ce qui se joue chez eux. Et je trouve ça vraiment puissant que tu puisses nous le rappeler. Comment est-ce que toi, tu essayes de faire sur ce sujet-là, dans ta propre vie de leader, le sujet de la pleine et entière responsabilité? Quand il y a quelque chose qui ne se passe pas comme tu voudrais, comment est-ce que tu fais? Certainement de ton mieux, mais comment est-ce que tu t'y prends? Alors, sincèrement, j'avoue que sur ce plan-là, ça dépend vraiment du sujet. Il y a des sujets sur lesquels j'ai le sentiment de faire preuve de leadership, d'assumer les choses, d'avancer, etc. Et d'autres sujets sur lesquels je vais me sentir moi en confort. Et donc, dans ces situations-là, parce que c'est ça qui est intéressant, en fait, on n'est pas quand on est en position de force, c'est comment on gère sa propre vulnérabilité. La première chose que je fais, c'est de reconnaître en fait, cette situation d'inconfort en me disant là, je ne serais pas un peu en train de procrastiner, justement d'aller chercher les responsabilités à l'extérieur, de traîner alors que c'est un sujet important pour toi et c'est un sujet où des personnes t'attendent au tournant et tu ne te sens pas hyper à la hauteur. Donc c'est OK, on peut les choses de manière totalement transparente, soit avec soi, pas forcément dans la tout le monde pour mais on peut dire les choses. Et puis ensuite, on se dit, bon, OK, à partir de là, quelles sont les choses que je maîtrise? Celles sur lesquelles il y a des sereinement et quelles sont les choses sur lesquelles finalement il y a peut-être besoin d'aide. Il y a peut-être besoin de conseils d'une personne extérieure, etc. Et c'est en fait être complètement clair avec le mode de vie de vulnérabilité. Exactement. Et ce que j'apprécie beaucoup, c'est justement que tu rappelles la capacité à demander de l'aide lorsqu'on a besoin. On peut avoir des moments où c'est précieux de demander de l'aide. J'aime l'idée qu'on ne puisse pas tout créer par soi-même. Et en fait, c'est plutôt élevant plutôt que rabaissant que la capacité d'aller voir quelqu'un, de dire sur ce coup-là, j'ai besoin d'aide. Et moi, je peux en témoigner personnellement parce que pour faire un super sommet sur le leadership, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin que tu sois là. J'ai besoin que les 15 invités soient là et qu'on arrive à co-créer ça ensemble. Si moi, j'arrive et que je fais un sommet sur le leadership où pendant 2h30 tous les soirs, je parle de leadership, ça aura très peu d'impact, très peu d'intérêt parce que ça serait très monolithique. Et je trouve que dès lors qu'on est à l'aise avec l'idée de dire j'ai besoin d'aide, j'ai besoin que Virginie, par exemple, vienne ce soir pour partager des sujets sur lesquels elle a bien plus d'expérience que moi, en fait, moi, dans le même temps, ça m'élève plutôt que ça ne me rabaisse. Je suis complètement d'accord. En fait, on apprend à la fois tout seul de notre chemin de vie et à la fois grâce aux autres. Et j'ai quand même tendance à dire qu'on apprend beaucoup plus grâce aux autres que tout seul. Oui, oh oui, oh oui. Ça oui. Tu nous disais tout à l'heure. C'est pour ça qu'une fois qu'on l'a compris, en fait, on arrête de tourner autour du pot, on va directement demander de l'aide. Oui, et on est à l'aise avec l'idée de demander parce qu'on sait qu'à un autre moment, probablement, c'est nous qui donnerons. Tout à fait, exactement. Chouette. C'est ma passion de gérer le leadership, j'ai eu difficulté. Et puis, c'est aussi peut-être, en fait, m'interroger sur le pourquoi je prends des décisions. Oui, sur la base de quoi? Il y a aussi cette notion d'alignement entre qui je suis vraiment, le projet, les personnes avec qui je travaille. Et parfois, je peux avoir des situations où je n'aime pas la manière de faire. Parce que je ne suis pas en accord avec finalement
le projet lui-même. Et donc être capable, en fait, de payer les choses sur la table, sans le trait de conflit. Gérer ses émotions, gérer justement tout ce qui fait qu'on peut, en fait, trouver dans quelque chose d'assez dynamite. C'est payer les choses et se dire, bon, ok, on va en parler de manière sereine, comment on en parle, quelle est la bonne approche, avec qui, et quel est l'objectif final. L'objectif final doit toujours être diminué. Il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant, il y a perdant, c'est l'objectif. Ça fait un écho très très riche et c'est ça l'intérêt d'un sommet pour moi, avec des propos que Yannick Alain, qui était mon dernier invité de la soirée d'hier, tenait. Yannick nous a appris en live qu'il allait bientôt devenir papa et que lui, ça l'insécurisait et que dans ses relations avec sa compagne, parfois il l'objectivait, il se rendait compte qu'il ne se comportait pas toujours très bien, mais qu'en fait c'était ses propres insécurités qu'il renvoyait à sa compagne. Et je trouvais que c'était très fort en termes de leadership et que là, tu reprennes ça, que de dire, voilà, je viens, j'ai besoin de venir te parler. Il ne s'agit pas que je te domine ou que je t'écrase ou que je sois au-dessus de toi. Comme tu le dis très bien, il n'y a pas de gagnant, perdant, perdant, perdant. L'idée, c'est qu'on soit tous gagnants, gagnants, en osant dire ce qu'on ressent véritablement. Et quand un leader ou une leader arrive à dire, voilà, moi, ce que je ressens, ce qui est compliqué, ce qui est difficile, ce qui me touche, en fait, on va avoir envie de suivre tellement plus ces personnes que si elle essayait d'avoir une carapace. Exactement, je suis complètement d'accord avec ça et je peux même l'illustrer professionnellement. C'est-à-dire que j'ai travaillé pendant 10 ans en entreprise et dans le Oui, dernier poste que j'ai eu en marketing, je me suis retrouvée malgré moi à manager 40 personnes alors qu'on n'avait absolument aucun lien hiérarchique. Et évidemment, quand on manage, ça n'avait aucun lien hiérarchique, forcément, il y a des personnes en fait qui veulent jouer de la situation, qui veulent faire que absolument. le projet ne veut pas avancer comme on le souhaite, etc. Et à chaque fois, il a donné une chose, il a donné des limites, il a cadré les choses. Et il y a sur les 40 personnes, un ou deux un peu réfractaires au système habituel. Et cela, au fait, je n'ai pas hésité à le confronter. Donc, on a pris le temps, en fait, de discuter et je leur ai demandé de m'expliquer ce qui se passait, pourquoi on en était là et ce que je pouvais faire moi à mon niveau pour justement les aider à faire avancer les choses. Et le fait d'avoir clairement payé les choses, en partageant en fait mon insécurité, Et en oui. partageant la confiance qu'il y avait en eux, et en même temps, au regard des résultats, il n'y était quand même pas. Je ne savais plus comment me positionner. Et donc, le fait de partir de moi, sans aucun mouvement, mais juste en étant factuelle et en étant très bienveillante, tout s'est de côté. Et après, finalement, je me suis retrouvée dans le bureau du PDG. Très très belle histoire et très belle illustration, effectivement. Merci beaucoup pour ça. Tout à l'heure, tu nous disais aussi en préambule, parmi les 4 points que tu as identifiés, que être une leader, c'est avoir une vision et emmener. Est-ce que tu pourrais nous partager quelle est ta vision à toi, quelle est ta raison d'être et ce que tu as décidé de rayonner et de faire évoluer dans la société? Alors, ça va être assez court. C'est ma raison d'être et de changer le regard de la société sur la différence. Je ne veux plus reproche au souffre d'être différent. Très bien. Mais il y a beaucoup de personnes toutes nues chez toi, en fait. Il y a beaucoup de personnes toutes nues chez moi, me dit-on. Peut-être, va savoir. En l'occurrence, c'est mon fils que tu as vu passer, derrière et devant. Non, mais il est passé dans la série, puis il est passé dans l'autre. Exactement, exactement. Et attention, avec un t-shirt, c'est parti. Ah, Euh, Ta vision, tu dis qu'elle est courte, mais comme toujours, quand les sujets, les valeurs et les missions sont courtes, ils sont très 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 puissants parce que très clairs pour le coup.
changer le regard de la société sur tous ces sujets de différence. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples qui te touchent particulièrement à cœur? Ah, mais il y en a énormément. Là, je crois que je vais te prendre toute la soirée. Alors, pour être factuel, les sujets sur lesquels je vais travailler, par exemple, c'est la manière dont on considère la différence de notre prêt. Oui. C'est-à-dire la différence d'évolution de carrière quand on est de la norme et quand on n'est pas de la norme. Ça va être aussi toutes les opportunités de formation, de projet, etc. À partir du moment où on est différent, on a tendance en fait à adopter un comportement, il y a un petit peu un comportement d'adaptation. C'est-à-dire qu'on va avoir de la difficulté à être vraiment nous-mêmes, de la difficulté à assumer toutes les situations dans lesquelles notre différence nous met en posture d'inconfort. Toutes les situations dans lesquelles finalement on ne rentre pas dans nous. Et donc, on va avoir un certain nombre de techniques pour, entre guillemets, rester employable. Donc, on ne va pas s'autoriser en fait à briller, on ne va pas s'autoriser finalement à faire profiter l'entreprise de la richesse de notre population. Donc, ça c'est un exemple. Il y a énormément de sujets sur lesquels je travaille. Ce qui est, je trouve, cruel dans ce que tu décris, c'est le fait de travestir son identité pour, tu viens de le dire, pour rester employable. Et se nier au plus profond de soi pour rester employable. Et tu vois, tu sais qu'on se connaît plutôt bien, je te suis, je sais ce que tu fais depuis plusieurs années. Et je vais être honnête avec toi, là, il y a une prise de conscience qui se fait en moi de à quel point ce peut être très violent pour certaines personnes qui sont complètement obligées de mettre des masques, d'adopter des postures où elles vont dire oui alors qu'elles souhaiteraient dire non, de se sentir obligées de faire des choses qu'elles ne feraient pas si elles n'étaient pas contraintes à le faire. Et du coup, c'est pour ça que c'est très important qu'il y ait des leaders comme toi qui puissent soutenir ces causes-là, d'une part, et éveiller d'autres leaders comme moi à voir comment nous aussi, et toutes les personnes qui assistent à ce sommet, on peut faire notre part de colibri sur le sujet. Qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire les uns les autres sur ce sujet-là pour pouvoir porter ta voix encore plus loin? Alors, ce que vous pouvez faire, c'est vous interroger sur vos préjugés, sur vos croyances, concernant la diversité, bien sûr. Alors, vous pourrez s'interroger sur toutes les croyances, mais nous concernant, c'est vraiment sur la diversité. Par exemple, est-ce qu'on n'a pas, même par plaisanterie, des réflexions de type ah là là, c'est encore une antillaise. Ah bah oui, mais ça, c'est un fonctionnaire. Ah bah oui, non, mais ça, tu vois, dès qu'on parle de handicap, c'est toujours une personne malade, c'est une personne qui ne peut pas voter. Toujours, en fait, des raccourcis qu'on le fait par habitude, parce qu'on a entendu une histoire, une généralité, une personne. En fait, nous allons lancé ça comme une vanne en parlant d'une autre personne, et nous, ça nous a fait rire. Donc, on garde ça en tête et on continue en fait à entretenir ce genre de choses. Tout ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est faire l'expérience de la diversité. C'est-à-dire, en fait, essayer d'être dans une soirée et de vous adresser à la personne qui vous reçoit de l'humain et voir comment ça se passe. Génial. Et ça, typiquement, c'est un défi que je vais donner à la personne avec qui je vis aujourd'hui. Ça fait 4 ans que nous sommes ensemble, mais ça fait 5 ans que nous travaillons ensemble. Et c'est l'un des premiers conseils que je lui ai donné. Il a exercé, il a essayé de suivre mon conseil et il m'a dit, mais franchement, vous n'avez jamais eu des discussions aussi intéressantes en soirée. Wow. Forcément, tu vas prendre différents de ça. Je répète, c'est oser, se challenger, sortir de sa zone de confort et aller chercher en fait tous les points communs qu'on a avec une personne, aussi différente soit-elle. Wow. J'étais déjà très content de savoir que tu serais mon invité.
Je suis encore plus content de partage de ces clés-là parce que je sais que ça va vraiment. Je connais très bien ma communauté, je la connais très bien. Les gens qui me suivent, je les connais très bien. Je sais l'état d'esprit qu'ils ont et je suis sûr que ça va leur parler, que ça va les toucher en plein cœur. C'est très intéressant comme exercice ce que tu nous proposes. C'est pas exactement comme ça que je l'avais fait, mais une fois, j'avais vécu en tant que stagiaire, en tant que formé dans un exercice. On était dans une formation, un séminaire sur le développement personnel, et le formateur nous avait dit, OK, là, dans la salle, je vais vous demander d'aller vers la personne que, comme ça, vous ne connaissez pas, c'était au tout début du séminaire, la personne avec qui vous avez le moins d'affinité, que vous appréciez le moins, voire même qui vous repousse, que vous n'avez vraiment pas envie d'aller voir. Et en fait, c'était déjà très riche parce que moi, j'étais allé. Donc, en plus, c'est un exercice difficile parce que tu vas devant cette personne et donc la personne, elle est là en mode. Alors, c'est quoi le problème avec moi? C'est quoi ton problème avec moi? Il y a quoi? Et moi, j'avais été devant deux personnes en disant, tu vois, depuis le début, je te vois pas sourire. Depuis le début, je te vois, tu regardes pas les gens dans les yeux. J'ai l'impression que tu prends les gens de haut. Et évidemment, comme on était des personnes qui travaillions notre niveau de conscience, j'ai pu lui dire, je sais qu'il y a une part en moi, je sais que c'est une part du propre regard de moi sur moi que je t'envoie à toi, mais en même temps, c'est important que je sois en capacité de te dire ça et que tu le prennes pas personnellement, mais que je t'explique ça. En l'occurrence, peut-être que toi, ça peut t'aider dans ton non-verbal, dans ta connexion aux autres, mais ce n'était pas le sujet. Le sujet, c'était qu'est-ce que ça évoque en moi. Et à un autre moment, un autre séminaire de développement personnel, on avait travaillé sur les irritants, c'est-à-dire ce qui nous irrite chez les gens. Et sans parler de quelqu'un dans l'absolu, il fallait qu'on dise, voilà, moi, j'aime pas les... Et puis alors là, on pouvait y aller. Et moi, tu vois, il y avait les hautains, les gens hautains qui prennent les gens de haut. C'était vraiment ça, très, très fort, très, très fort. Moi aussi. Toi aussi, ben voilà, je ne suis pas surpris. Je suis pas surpris. Par contre, la suite est très interpellante parce que du coup, la formatrice qu'on avait nous avait dit, OK, très bien, maintenant, je voudrais que vous regardiez dans votre propre vie quelles sont les fois où vous-même, vous êtes hautain vis-à-vis d'autres personnes. Parce que si ces gens-là, ou ce que vous voyez de hautain chez ces gens-là vous touche, ça veut dire qu'il y a quelque part à l'intérieur de vous quelqu'un de hautain. Tu vois, ça aurait pu être la même chose avec les gens agressifs ou les gens radins ou les gens, etc., etc. Et du coup, ce que tu me proposes, tu vois, ça me fait un écho directement avec ça, qui est la personne qui me ressemble le moins, quelles que soient ses caractéristiques, il y a forcément d'elle en moi, en réalité. Et plus je vais aller me connecter à elle, plus probablement je vais pouvoir recoller les parts de moi qui sont comme elle, plutôt que de me séparer de ces parts-là. Et j'aime beaucoup ce que tu nous proposes, qui est, une fois qu'on a fait cette connexion avec la personne qui nous ressemble moins, d'aller chercher tous les points communs qu'on a. Parce que d'une part, les parts d'elle qui sont en moi, je les recolle, mais finalement, je vais me rendre compte que je suis probablement beaucoup plus dans mon entièreté cette personne, et inversement, que je ne le croyais au départ. Exactement. Et c'est là où j'adore ce sommet, parce que déjà, moi, je fais ce sommet pour moi. En grande partie, c'est comme mon mentor Martin Latulippe, qui sera le troisième intervenant de ce soir. Il nous offre des intervenants de top niveau qui payent très très cher pour qu'ils viennent nous faire des masterclass. Et il nous dit, vous savez, moi je le fais juste pour me faire plaisir en fait. Je le fais juste pour apprendre moi. Je vous en fais profiter, c'est super, mais moi, je prends des notes, j'apprends, je me transforme, etc. Et là, d'ores et déjà, et on est loin d'avoir fini tous les deux, tu m'as énormément sensibilisé sur ce sujet de la différence qui, en lui-même, ne veut rien dire, puisqu'on est tous des humains. Et on est tous différents. Et tous différents en même temps. Ouais, exactement. On est tous des humains et tous différents en même temps. On a tous un patrimoine commun et notre propre singularité. Waouh, j'adore. Est-ce que tu as... Je sais que tu as ce rôle pour évangéliser, pour expliquer, pour fédérer là-dessus. Est-ce que tu es déjà tombé sur des gens qui refusaient d'entendre ce discours sur l'accueil de la diversité, l'accueil de l'autre en moi? Est-ce que tu as déjà rencontré des gens qui étaient hermétiques à ça? Alors, je n'ai pas forcément rencontré des gens qui étaient hermétiques sur le sujet de la diversité au sens propre du terme.
globalement, les gens sont assez d'accord, sont assez convaincus, mais c'est sur la question de la mise en pratique. C'est-à-dire que, comment, dans le profil un petit peu fermé, il y a tendance à dire que ça peut être parfois générationnel. Certaines personnes ont un petit peu plus de mal à se remettre en question. Et donc, vous dire, bah oui, il n'y a pas de problème, mais ne va pas forcément qu'elle-même ou un comportement ou un discours absolument atroce en fait, envers la diversité. Je pense par exemple à certains grands patrons que j'ai pu côtoyer qui me disaient ah oui, non, mais bien sûr, la diversité. Et je leur disais non, mais ne parle pas de la diversité, le concept. Il parle de la représentativité d'un bon effectif et dans votre direction, dans votre conseil d'administration, par la diversité des personnes que vous côtoyez au quotidien. Et là, c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'en fait, ça veut dire remettre en question un certain nombre d'habitudes. Oui. Et donc, c'est là où on voit si les personnes, en fait, sont aventurières ou pas. Parce que celle qui soit aventurière va adorer l'idée. Vous dire, ah bah bien sûr, et veut dans la foulée essayer. Celle qui soit un petit peu plus taillanaire, rétractaire au changement, doit rester au fait sur leur position et c'est à force de l'automne et parfois même, elle veut rencontrer en fait la personne qui va créer le déclic. Mais ça ne sera pas forcément moi en fait. Oui, mais toi, tu peux planter des petites graines qui vont permettre de faire. C'est gros, c'est énorme. C'est ce que je souhaite. C'est ce que je souhaite. Les tailles. Oui, en fait, et puis. Pour y arriver, j'essaye d'être la plus factuelle possible et d'être la plus concrète par rapport à la situation de la personne. Donc, si c'est un homme dirigeant, je vais lui parler au fait de ce département, je vais lui parler de ses objectifs financiers, je vais lui dire la diversité va t'aider d'un point de vue business, d'un point de vue stratégie, d'un point de vue créativité, d'un point de vue innovation, etc. Et à chaque fois, avec des chiffres, avec des personnes qui vous servent d'exemple. Donc, j'essaye de ne pas y être dans le conceptuel. Oui, et puis pour aider des gens à s'engager dans le changement, effectivement, ce qui est fondamental, c'est d'aller toucher leur valeur haute. Quelle est la valeur haute de cette personne et de lui montrer que le sujet qu'on porte, en l'occurrence la diversité, est un des éléments qui peut l'aider à l'atteinte de sa valeur haute, même si initialement elle ne le voyait pas. Il y a plein de gens qui, du coup, vont pas voir le lien, l'intérêt, l'enjeu, mais si tu leur démontres que ce sujet, en plus, comme c'est un sujet fondamentalement humain et de leadership, il les aidera à atteindre leur valeur haute, pardon. Ça peut être l'argent, ça peut être l'image, ça peut être plein de sujets. À ce moment-là, waouh, là, ça va m'intéresser. Et en fait, c'est là où, du coup, ton expertise en marketing est précieuse parce que marketer, ça veut dire mettre sur le marché et ça veut dire proposer de la valeur pour permettre à un humain ou une entreprise d'atteindre ses objectifs et de déployer de la performance. Et en fait, le but, c'est de montrer comment nous sommes une ressource pour l'aider à atteindre ça. Et que j'ai envie de rajouter par rapport à ça, c'est deux choses. La première, c'est la notion d'écoute. En fait, il faut partir de la personne pour en fait, lui apporter ce dont elle a besoin et dans les limites dont elle a besoin. La deuxième chose, c'est bien comprendre en fait, le cadre dans lequel évolue la personne. Parce qu'autant qu'on ne vous donne pas le sentiment d'avoir compris en fait, ce cadre-là, cet environnement, les contraintes, etc., on ne sera pas pertinent pour cette personne. Et c'est aussi vous faire comprendre à l'inverse que justement le cadre en fait a un intérêt énorme parce qu'à l'intérieur du cadre, on a une liberté totale. Oui, oui. Un cadre, oui. Voir avec l'image première du cadre. C'est ça. Un cadre n'est pas quelque chose de rigide, de figé. Voilà, c'est quelque chose d'évolutif. C'est quelque chose qui nous permet de savoir le champ des possibles. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'intérieur, on peut être très créatif. Mais c'est vrai que tu peux avoir l'objection de « oui, non, mais vous ne comprenez pas. Nous, on est une entreprise comme ci. Nous, on doit atteindre des objectifs. Nous, on a un champ concurrentiel qui sont comme ça. » Et c'est fondamental de leur expliquer que c'est dans ce cadre, et j'allais dire dans ce terrain de jeu-là, que tu t'exprimes justement. Et en plus, toi,
toi, tu le peux pleinement, tu as été dans des entreprises, tu as managé, tu connais ces environnements très facilement, donc c'est un élément de plus de conviction. Mais pour nous autres, là, c'est vraiment des clés importantes. Bien comprendre quel est le besoin de la personne et quel est le cadre dans lequel elle fonctionne pour pouvoir justement l'emmener à avancer quelque peu avec nous. Et c'est la raison pour laquelle je vous invite de manière générale à diversifier les personnes avec qui vous échangez. Parce que j'ai la chance, moi, d'avoir compris ça depuis très longtemps. Donc, en fait, je côtoie tous les niveaux de la population, de l'ouvrier au PDG. Et toutes ces personnes, je les considère vraiment de la même façon, avec le même respect, avec le même intérêt, avec la même passion, à écouter tout ce qu'ils me partagent. Parce que justement, après, ça me sert dans ma vie professionnelle. Parce que je le comprends, je le côtoie, je suis des personnes, en fait, qui font partie de ma vie tous les jours. Et c'est extrêmement important d'être conscient de ça. Parce qu'en fait, dans notre vie professionnelle, on a tendance, si on n'est pas dans une énergie d'explosion, de croissance, on a tendance, en fait, à très rapidement se fermer dans un certain confort. C'est vrai. C'est Mais vrai, et c'est pas. c'est complètement inconscient. Mais Oui, oui, oui. euh, Oui, oui, c'est inconscient et c'est le chemin de la facilité. Et en fait, c'est valable pour tout le monde parce que des cadres dirigeants vont se fréquenter entre eux, des ouvriers que tu donnais vont se fréquenter entre eux, des personnes qui vivent dans des cités vont se fréquenter entre elles. Et c'est de ces clivages-là que naît l'opposition, le doute, la méfiance, etc. Et je trouve que c'est très riche que tu proposes ça. Comme tu le sais, moi, j'ai une partie de mon activité de ma vie qui est tournée vers le monde de l'entreprise et une autre qui est tournée vers le monde du sport de haut niveau et du sport tout court. Et une des grandes bénédictions du sport, c'est que justement, d'un point de vue social, on va côtoyer des gens qui viennent de partout. Et puis, dans le sport professionnel et le sport de haut niveau, alors on peut avoir les acteurs, les actrices, les athlètes, les entraîneurs, qui peuvent, hormis des différences culturelles, être d'un niveau social équivalent, mais on va passer du temps avec les bénévoles, qui sont et c'est très positif dans ma bouche, monsieur et madame tout le monde. Une des personnes centrales quand tu es dans un club de basket, c'est le gardien ou la gardienne du gymnase, qui n'est pas quelqu'un d'un standing social très élevé, mais qui est juste fondamental parce que cette personne-là, elle sait tout de l'environnement, de la vie, des équipements. Et comme le sport nous ramène toujours à la cruelle humilité de ce qu'est la vie dans toutes les choses, mais sur le plan social, ça nous le permet aussi, et ça, c'est très, 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 très riche. Mais d'ailleurs, pour vous dire là-dessus, il y a aussi une anecdote dans ma vie personnelle. Donc, ça, c'est celle d'abord que je travaillais dans le juridique. J'étais donc dans un service qui était extrêmement réputé. On avait même eu le trophée de meilleur service juridique d'Europe. Donc, on avait vraiment à mon niveau que des pâtures. Et comme il était au siège d'un grand groupe international, vous imaginez les pâtures qui viennent de tous les pays. Donc, on était tous sur le même plateau, 70 personnes. Et chaque petit département dans le grand département avait son assistante. Et on en avait parfois 2 ou 3 premières compagnies. J'ai toujours été très impressionnée d'observer les relations que pouvaient avoir les personnes avec ces fameuses assistantes. Moi, j'étais une des seules à déjeuner avec elles. Je leur pétais la fête des assistantes chaque année. Et quand j'avais des problèmes professionnels, avec que je ne trouvais pas quelque chose, avec que je n'arrivais pas à faire quelque chose, et tout ça, je parlais entre parenthèses avec elles. Ce sont les personnes qui m'ont le plus aidé dans ma carrière professionnelle. Quels que soient les postes que j'ai eus. Et que je trouve extraordinaire, c'est que justement, les assistants, comme les gardiens de gymnase, comme les femmes de ménage, par exemple, sont des personnes, en fait, qui sont très silencieuses, très observatrices, mais elles sont très observatrices. Et justement, le fait qu'elles ne soient pas reconnues, qu'elles soient silencieuses, fait que sous-estiment, en fait, complètement tout leur savoir, toutes leurs compétences. Et moi, quand j'ai pris conscience de ça, en fait, mais vous n'imaginez pas le nombre de fois où ça m'a sorti de situations hyper compliquées, juste parce que je les ai
considérés de manière égale. Mhm. Et Et c'est ça. c'est pour ça que, pour moi, la notion de différence, en fait, est quelque chose que je ne comprends même pas. Parce que, OK, il peut y avoir parfois des différences en termes de formation, de diplôme, des différences en termes de revenus financiers, des différences en termes d'intelligence, parce que certaines sont plus gâtées par la nature que d'autres, en termes d'esthétique, en termes. Mais tout ce qu'on n'a pas d'un côté, on va développer autre chose pareil. C'est un petit peu comme la métaphore d'un animal. Tout de mode à après sur route, de grimper dans un arbre, impossible. Mhm. Ça me fait penser, je ne sais pas si tu l'as vu, il y a eu le deuxième Avatar qui est sorti, le film Avatar, le numéro Non, je n'ai 2. pas vu le gamme. Non. Tu l'as pas vu le deuxième. Et en fait, c'est intéressant parce que le père, vis-à-vis de son fils, et il y avait un petit souci de communication, de distance entre l'un et l'autre, il lui disait « je te vois ». Et « je te vois » voulait dire « je te prends en compte, je te reconnais, tu es important pour moi ». Et il y a ce sujet de « je te vois » et notre capacité qu'on peut avoir à dire je te vois » à toute personne qui, justement, toute la journée n'est jamais vue. Donc la journée, on détourne le regard, voire même, au sens premier du terme, on voit même pas qu'elles sont là. Le besoin de reconnaissance, c'est un enjeu majeur chez les êtres humains. Et être leader, c'est sans rendre les autres dépendants de ce besoin de la reconnaissance, c'est juste de lui dire « je te vois, je te reconnais ». D'ailleurs, quand on va dans un endroit où on est reconnu, si on va dans un restaurant, dans un magasin où les gens nous reconnaissent, bonjour Nicolas Rimbaud, comment allez-vous, etc., on se sent choyé de ça. Et je trouve que c'est voilà, et je trouve que c'est vraiment hyper important de pouvoir le partager le plus possible autour de nous, et notamment vis-à-vis de ceux qui ne sont pas vus. C'est Martin Latulippe qui dit souvent les humains ont besoin d'être vus, entendus, reconnus. Le triptyque vu, entendu, reconnu, c'est-à-dire pris en compte dans toutes leurs dimensions comme étant quelqu'un qui est. Mais surtout, je trouve intéressant que tu dis que ça me fait penser qu'en fait, nous sommes pluriels. Et on a tendance à coller des étiquettes. Mais nous sommes tellement pluriels que les étiquettes ne devraient même pas exister. On a toujours une partie de notre personnalité qui va s'exprimer d'une certaine manière dans une situation. Et dans une situation différente, on va s'exprimer complètement différemment, alors que au fond, on est la même. Oui. Donc, c'est intéressant aussi d'arrêter de se définir absolument, d'arrêter d'essayer aussi de se positionner par rapport au regard des autres. Alors ça, c'est le grand piège. Le regard des autres, il faut vraiment se détacher. Moi, quand j'étais jeune, et je suis encore jeune, mais quand j'étais plus jeune, quand j'étais plus jeune, j'étais très dépendant du regard des autres. Est-ce qu'on va trouver que je suis un bon basketteur? Est-ce que je suis un copain de classe sympa, etc., etc. Et en réalité, c'est un vrai piège que d'être dépendant du regard des autres, parce que si je me trouve dans un environnement où il n'y a que des gens qui vont être bienveillants, chaleureux, positifs par définition, ils vont me renvoyer l'image que je suis quelqu'un d'extraordinaire, et peut-être exagérément, parce que je ne suis pas que ça, j'ai aussi mes zones d'ombre. Et si j'étais dans un environnement avec beaucoup de gens très agressifs, très centrés sur eux, très méchants, ils vont me renvoyer l'image de moi comme étant quelqu'un de piètre niveau, de mauvais niveau, si tant est que ça existe, alors qu'en fait, je ne suis pas nécessairement que ça. D'où l'idée, un, tu as complètement raison de nous rappeler ça, de se détacher du regard des autres, et deux, néanmoins, parce qu'on est humain, d'essayer, et c'est là où je te rejoins, d'avoir un environnement qui soit très éclectique autour de nous, qui soit très différent, qui ait des approches de la vie des humains qui soient différents, et dans lequel je vais naturellement trouver des gens qui vont faire de l'empuissancement avec moi, qui vont me soutenir, qui vont m'aider, qui vont m'engager, et d'autres qui vont me recadrer, me calmer et me mettre des stops si je fais n'importe quoi. C'est important d'avoir cet équilibre-là, je pense. Complètement d'accord. Et je rebondirais même sur cette notion d'entourage bienveillant. Parce qu'il faut bien faire la différence entre la bienveillance réelle en termes d'alignement et la bienveillance un peu hypocrite.
Oui, oui. C'est là où on peut dire que bienveillance rime avec exigence et que dire sa vérité à quelqu'un qui est en train d'avoir la grosse tête, de faire n'importe quoi, c'est de la pure bienveillance pour lui permettre de revenir à ce que tu évoquais tout à l'heure, cet alignement indispensable. Tout à fait. Et je pense que c'est vraiment important aussi de prendre conscience en fait de l'impact de notre entourage sur nous. Mais que sincèrement, pendant des années, j'ai eu un entourage très toxique. Et quand je dis très toxique, c'était ma maman qui a un profil psychologique assez atypique et très commenté de la presse. Et en fait, c'est très compliqué aussi de se défaire de toute l'injonction sociale, sociétale, sur les liens familiaux, sur les liens entre mariétales, entre conjoints, au sens large du terme, sur les relations parfois même avec les enfants. Et, et donc, justement, pour moi, ça fait partie du leadership. C'est avoir ce courage, en fait, de se protéger, de prendre soin de soi. Même quand ce n'est pas facile, et même quand on va à l'encontre, en fait, de la bienfaisance et du humain extérieur. Waouh! Et tu vois, le fait que tu fasses recours à ce que tu as pu vivre de difficile avec ta maman, ça me ramène cette approche fondamentale de la parentalité. Et juste après toi, on aura super Nicolas Felger, pour qui la famille est quelque chose, comme pour moi, de si important. Ça vient de cette expression des racines et des ailes. On en connaît une émission télé, mais en fait, des racines et des ailes, c'est ni plus ni moins, notamment en Chine, mais dans l'absolu, on peut le dire partout sur la planète, ce que les parents doivent transmettre à leurs enfants. Je dois leur transmettre des racines, d'où est-ce qu'ils viennent, mais pas les maintenir dans ça pour mon propre bénéfice. Je dois aussi leur proposer des ailes pour leur permettre d'aller vivre le chemin qu'ils veulent vivre. Et ça, c'est dans le rôle de la parentalité, mais au final, tu vois, en y réfléchissant, là, je me demande si c'est pas le rôle d'un leader, en plus et au-delà de la parentalité, aider d'autres humains à forger leurs propres racines et à se rendre compte d'où ils viennent pour ensuite leur permettre de prendre leur chemin et pourquoi pas en entreprise, à un moment donné, de quitter l'entreprise pour aller, pourquoi pas, créer la leur, pour aller s'épanouir différemment ailleurs parce que je ne peux pas leur permettre une évolution. Il y a forcément quelque chose, je trouve, à aller chercher sur cet équilibre-là des racines et des ailes. Ah ben, je ne connaissais pas du tout cette métaphore et vraiment très belle. Oui, je trouve aussi. Et je suis allé chercher dans mon petit ordi une image pour rebondir sur quelque chose que tu as évoqué tout à l'heure, que je vais tenter de mettre à l'écran. Tu sais, tu nous disais à la fois on est pluriel et il y a toujours des choses qui sont belles chez les autres en nous. Je suis allé rechercher cette image-là que j'avais utilisée dans un de mes 2 TEDx, où tu vois un groupe collectif qui dit nous sommes tous différents, mais en même temps ils le disent d'une seule voix. Donc il y a une forme d'uniformité à dire qu'ils sont différents. Et tu as l'autre à côté, donc l'autre avec le ballon de basket, c'est moi évidemment, qui dit sauf moi. Donc lui, il veut exprimer sa différence en exprimant autre chose que tous, mais en disant sauf moi, il dit bien qu'il est différent aussi. Et je pense que être un leader, c'est trouver ma juste place entre comment est-ce que je peux appartenir à un groupe d'un côté, mais en même temps trouver ma singularité, ma différence dedans. Mais ça, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet parce que généralement, on commence à grandir au sein de la famille, donc par rapport à ce que notre famille va nous renvoyer, puis au sein de l'école, puis au sein des groupes de jeunes dans lesquels on peut participer. Et que qui est compliqué, c'est que pendant très longtemps, on ne nous apprend pas au fait à être à l'écoute de nous-mêmes, de nos émotions, de nos envies, de nos ressentis, de que finalement notre petite voix intérieure essaye de nous dire. Oui. Et c'est la raison pour laquelle finalement c'est très confortable pour nous naturellement de se définir au travers du regard des autres. Absolument. L'avantage, quand on est en situation de handicap, quand on est issu de la diversité, c'est que très vite on a confronté aux limites de ce regard des autres. Parce que pour nous, intrinsèquement, on est normaux. Ce sont les autres en fait qui nous disent mais tu n'es pas normal. Oui. Et donc on se dit mais alors qui a raison?
est-ce que c'est lui, est-ce que c'est moi? Et on se définit en fait au départ de cette ambivalence qui a raison. En général, on pense que c'est l'autre. Mais de temps en temps, il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui s'énerve, qui dit non, mais c'est pas juste, c'est pas normal, et pour moi, c'est très inconfortable, et c'est toujours moi qui fais les efforts, c'est toujours moi qui m'adapte, c'est toujours moi qui suis cela, les autres, c'est tellement facile, il y en a marre, etc. Et donc, forcément, à un moment donné, on est obligé de se poser la question, de se dire, mais, et moi dans l'histoire, qu'est-ce que je veux? Quelle est ma place dans cette vie, dans cette société? Quelle est le sens de ma vie? Alors, je n'ai pas eu de chance, je n'ai pas eu l'entourage, au fait, qui m'a permis d'avoir un début de réponse à ces questions, avant de moi-même tomber dans une propre dépression, de programmer mon suicide. Et j'ai eu la chance, en fait, d'être repêchée. J'ai eu la chance de tomber sur la bonne thérapeute, avec laquelle j'ai été, on va dire, pas odieuse. C'est un terme peut-être un peu fort, mais en tout cas, particulièrement bien comme patient. J'ai fait depuis mes 3 ans et ma première année, je n'en avoir, je ne disais pas un mot. Je n'étais pas très intéressée comme patient. Et pourtant, elle m'a gardée, elle m'a pris de ses bras à chaque fois, elle m'a dit écoute, tu parleras quand tu seras prête, etc. Et le fait que cette femme m'accepte de manière inconditionnelle m'a permis de me dire bah, en fait, c'est la bonne personne. Je peux lui faire confiance. Elle est capable d'aller voir au-delà de l'apparence. Elle est capable en fait de comprendre, même si elle ne le dit pas, ce qui m'arrive, ce que je ressens, etc. Wow. Donc, je trouve que la diversité nous fait gagner du temps pour de qui on est vraiment. Parce qu'à un moment donné, on ne supporte plus de rentrer dans le moule, ça nous fait trop mal. J'ai vraiment envie de conclure cet échange-là sur cette phrase que tu viens de dire. La diversité nous fait gagner du temps sur la compréhension de qui nous sommes vraiment. C'est extraordinaire, extraordinaire. Vraiment, merci pour ta sagesse. J'ai beaucoup appris et toute ma communauté également s'interroger sur nos préjugés et nos croyances, identifier que quand quelqu'un est différent, en fait, cette personne va mobiliser des comportements d'adaptation et ne sera plus elle-même. Je vous invite vraiment à faire cet exercice qui consiste à s'adresser à la personne qui nous ressemble le moins, ressentir ce qu'on en ressent et ensuite aller chercher les points communs avec cette personne. Je pense que c'est un exercice de développement personnel tellement riche que grâce à toi, je vais le mettre en œuvre au plus vite et le plus souvent possible. Merci beaucoup de ta présence, merci de ta lumière. C'est un vrai privilège pour moi de t'avoir là. Tu es hyper sollicitée en tant que conférencière et je sais que ton temps est compté. Ça me touche énormément que tu aies pu être là et je vous invite toutes et tous à suivre Virginie et si vous organisez des conférences, évidemment à la solliciter parce que vous verrez qu'elle saura convaincre, embarquer et inspirer toutes vos équipes. Merci beaucoup, super Virginie. Merci beaucoup Nicolas, j'ai adoré cet échange. J'espère que les personnes qui nous écoutent vont adorer les prochains invités que je connais et que personnellement j'adore et je vais rester pour les écouter. Je vous embrasse très fort et vous souhaite une très bonne soirée. Merci, nous aussi on t'embrasse et Super Nico va prendre le relais. Au revoir Virginie. Au revoir.